J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de renvoi en commission, déposée en application de l'article 91, alinéa 6 du règlement. La parole est à M. François Cornut-Gentille. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, si vous voulez sortir, je vous demande de le faire dans le silence. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général du budget, mes chers collègues, une fois encore, nous nous préparons à adopter à la sauvette la loi de règlement de l'année précédente. Je voudrais, mes chers collègues, vous convaincre que cette habitude est une mauvaise habitude et qu'il est grand temps de rompre avec elle. Nous souhaitons tous un État plus efficace. J'ai la conviction qu'un travail approfondi à l'occasion de la loi de règlement est une condition essentielle pour progresser dans cet objectif. Aussi, dans cette motion de procédure, il ne sera question ni de critiquer, ni de soutenir le gouvernement, mais simplement de proposer des pistes pour améliorer collectivement la qualité et l'utilité de nos travaux. Seule une soumission à l'agitation permanente et à la routine nous empêche en effet de percevoir une série d'évidences qui devraient nous amener à réfléchir, me semble-t-il. Chaque année, il nous faut entre 30 et 40 jours pour adopter, à quelques détails près, le budget du gouvernement. En effet, sous la Ve République, le rôle du débat budgétaire n'est pas d'élaborer le budget, mais d'éclairer l'opinion sur les choix gouvernementaux. La majorité soutient et explique, l'opposition s'oppose et critique. En outre, le débat ne porte pas sur la réalité, mais sur un projet, c'est-à-dire sur des intentions que la majorité s'empresse de trouver excellentes, tandis que l'opposition dénonce la naïveté ou la duplicité. Il serait bien sûr inopportun de remettre en cause l'intérêt de ce moment parlementaire, où des affrontements un peu formels permettent néanmoins une réelle pédagogie. Cela ne doit pas nous empêcher de constater que l'exercice comporte de longs tunnels qui ne paraissent pas vraiment indispensables. Je pense en particulier à ces lourdes commissions élargies qui, de l'avis général, ne produisent pas grand-chose. Je crois même qu'un débat de loi de finances initiale légèrement raccourci ne signifierait pas une baisse de qualité, bien au contraire. Ainsi, en dépit de ses imperfections, le débat budgétaire reste un acte privilégié de la vie parlementaire qui mobilise pendant plus d'un mois le gouvernement, le Parlement, avec une forte visibilité médiatique. Quel contraste saisissant avec la loi de règlement. Cette loi, qui est assez éloignée de la loi de finances initiale, est généralement adoptée en à peine 2 heures, alors qu'elle reflète pourtant la réalité du budget exécuté. Et la discussion reste limitée à quelques spécialistes de la Commission des finances et ne suscite qu'un intérêt très modéré dans la presse. Au même moment, l'attention se porte en effet sur le débat d'orientation des finances publiques, prélude de la loi de finances. Je vous propose d'examiner rapidement 3 questions. Pourquoi est-il important de consacrer plus de temps à la loi de règlement? Y a-t-il des motifs sérieux qui s'y opposent? Enfin, de quelle manière devons-nous engager ce travail? La loi de finances initiale affiche des objectifs. Elle permet à la majorité d'expliquer et de soutenir son projet, tandis que l'opposition défend un contre-projet. Dans toutes les interventions, il s'agit toujours, au final, d'un acte politique de soutien ou d'opposition plus ou moins nuancé. La loi de règlement se prête, elle, à un questionnement très différent. Il ne s'agit plus d'être pour ou contre, mais de constater, et à partir de là, de comprendre pourquoi, dans tel domaine, les dépenses ont été supérieures ou inférieures aux prévisions, ou bien d'évaluer la capacité à atteindre des objectifs. Aussi, les débats n'ont pas vocation à aboutir
un jugement sur l'action du gouvernement et des ministres. Ils doivent plutôt conduire à s'interroger sur le fonctionnement même de l'État et sur l'efficacité de la dépense publique. Telle était d'ailleurs l'ambition des promoteurs de la LOLF, permettre aux parlementaires de mieux évaluer la dépense publique afin d'engager la réforme de l'État en s'appuyant sur des analyses étayées. Force est de constater que 10 ans plus tard, nous n'avons nullement progressé dans cette direction. Nous en sommes toujours au débat assez caricatural et stérile entre partisans de la dépense publique et partisans des coupes budgétaires. Nous attendons vainement un débat plus opérationnel qui n'exclurait nullement les clivages politiques, mais qui reposerait du moins sur une analyse documentée de l'efficacité de la dépense. Compte tenu de l'enjeu politique, l'exercice n'est pas réalisable en loi de finances initiale, il est au contraire absolument logique en loi de règlement. Sans ce travail, la réforme de l'État peine à s'affirmer comme une priorité, handicapée par le manque de soutien au sein même de la majorité parlementaire. Ce fut indéniablement un des points faibles de la RGPP que nous avions pointé du doigt avec Christian Eckert dans un rapport dans le cadre du CEC. Diagnostic confirmé quelques mois plus tard par les inspecteurs généraux missionnés par le nouveau gouvernement. Aujourd'hui encore, l'absence d'implication réelle du Parlement explique, au moins partiellement, la difficulté à donner un contenu opérationnel à cette map qui était censée corriger les défauts de la RGPP. J'ajoute que chaque année, ce travail nous est expressément demandé, avec de plus en plus d'insistance, par la Cour des comptes et son premier président, Didier Migaud. Mais il y a plus grave. Devant notre inaction, n'est-il pas humiliant pour notre Assemblée de voir désormais régulièrement cette même Cour des comptes se saisir de sujets qui devraient être d'abord les nôtres? Ainsi en est-il du récent rapport sur l'éducation nationale ou d'un autre, plus ancien, sur les prestations familiales. Avec un peu de recul, n'est-il pas déconcertant de constater qu'en dépit d'un accord unanime, à gauche comme à droite, chez les nouveaux parlementaires comme chez les anciens, il ne se passe rien? Il nous faut alors examiner les raisons qui s'opposent à la montée en puissance d'un travail sérieux sur la loi de règlement. Est-ce vraiment une surprise? On ne trouve évidemment aucune objection de fond. Ce sont plutôt des difficultés de calendrier ou un manque de moyens qui sont toujours invoqués. Que valent ces raisons? En fait, pas grand-chose. Le calendrier et les moyens ne sont que des prétextes qui reflètent simplement le choix, non assumé parce qu'inaffichable, de privilégier notre fonction législative au détriment de celle du contrôle qui demeure extrêmement marginalisée. Qui ne sent pourtant la nécessité d'un profond rééquilibrage. Les digues semblent avoir craqué avec l'instauration de la session unique. Rappelons cependant que dans l'esprit de Philippe Séguin, l'objectif n'était nullement de multiplier les lois, mais de mieux contrôler tout au long de l'année. Depuis, la prolifération législative est une réalité qui entraîne la saturation du calendrier et la banalisation des sessions extraordinaires. Mais n'est-il pas temps de nous interroger sur l'efficacité de cette surchauffe? Toujours plus de lois, est-ce nécessairement un mieux pour notre pays et nos concitoyens? Au contraire, ne doit-on pas se demander si cette profusion n'entraîne pas une bureaucratisation désespérante? Ne fait-elle pas le jeu des corporatismes et des lobbies? Enfin, n'est-elle pas à mettre en rapport avec la montée des déficits improductifs? Pour ma part, je crois que les Français ont très bien compris ce lien paradoxal entre suractivité législative et impuissance publique. Nos lois sont trop souvent devenues de simples plans com destinés à alimenter des chaînes d'infos en continu. Ne pourrions-nous pas décider
de passer à autre chose. On objectera aussi que le travail de contrôle est austère et ne suscite qu'un faible impact médiatique. Faux. Les travaux de la Cour des comptes, déjà évoqués, sur la gestion des enseignants et des prestations familiales, ont bénéficié en fait d'un écho beaucoup plus puissant que bien des rapports parlementaires. Et que dire du rapport sur la gestion de Sciences Po? On objectera enfin que le travail de contrôle est une gêne pour l'action du gouvernement. C'est exactement le contraire. La RGPP a été justement fragilisée par les craintes d'une partie de la majorité. De même, faute d'un engagement du Parlement, la MAP se dilue aujourd'hui dans des dosages et des compromis qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. En travaillant davantage sur l'efficacité de la défense publique, la majorité parlementaire serait bien plus à même d'accompagner et d'encourager le gouvernement dans la mise en œuvre de la réforme de l'État. En réalité, un Parlement faible, comme il l'est aujourd'hui, sur ces sujets, est une difficulté supplémentaire pour un gouvernement qui souhaite avancer. C'est une question, Monsieur le Ministre, sur laquelle je serais très intéressé de recueillir votre avis. Percevez-vous l'utilité d'une Assemblée plus exigeante et solide en matière de contrôle? Il y a quelques mois, le président Barthelone m'a chargé, avec Régis Juanico, de réfléchir à valoriser nos travaux entourant la loi de règlement et notre fonction de contrôle. Je souhaite, mes chers collègues, vous proposer 3 axes d'amélioration. Chacun est une affaire de volonté collective. Sommes-nous suffisamment déterminés pour rompre résolument avec une certaine routine? Car c'est bien une véritable révolution culturelle qui est en effet nécessaire pour faire monter en puissance nos travaux de contrôle afin de bâtir un temps parlementaire fort au moment de la loi de règlement. La réussite de cette ambition repose sur notre capacité à assumer 3 ruptures. La première consiste à sanctuariser l'examen de la loi de règlement, aujourd'hui bousculé par un ordre du jour surchargé et tous les 5 ans par l'élection présidentielle. La question se pose alors de savoir si l'on maintient le débat au début de l'été comme actuellement ou si on le déplace en ouverture de la séquence budgétaire de la rentrée. Cette seconde option aurait l'avantage de donner une visibilité immédiate et, à terme, influencerait immanquablement le contenu et la qualité des débats de loi de finances initiale. La seconde rupture consiste à promouvoir ce travail de contrôle tout au long de l'année dans une démarche qui concerne toute l'Assemblée. Cela suppose un engagement pour dégager du temps et des moyens humains de toutes les commissions, et pas seulement celle des finances, qui, elle, ne doit pas chercher à conserver un monopole sur une fonction aujourd'hui insuffisamment exercée. Il ne tient qu'à nous de s'engager dans cette voie. Ces 2 ruptures essentielles, sanctuarisation du calendrier et implication générale de l'Assemblée tout au long de l'année, ne peuvent s'accomplir qu'avec une modération parallèle de l'activité purement législative. Celle-ci doit être mieux encadrée, à la fois juridiquement et dans le temps. Au fond, s'agit-il d'un bouleversement ou bien d'un simple et utile retour aux sources des articles 34 et 37 de notre Constitution? Qui peut croire qu'une loi de plus en plus bavarde et pléthorique valorise notre Assemblée? La troisième rupture est de systématiser une démarche qui a déjà démontré son intérêt. Il s'agit de la constitution de binômes de députés de la majorité et de l'opposition pour tous les contrôles qui concernent l'efficacité de la dépense publique. Cela me paraît possible dans la mesure où il ne s'agit pas de se positionner par rapport à l'action du gouvernement, mais d'auditer l'action de l'État et de ses services. Avec cette motion de renvoi en commission, je vous propose, mes chers collègues, un objectif clair: entamer sans attendre un travail toujours repoussé sous le futile prétexte pour que l'année prochaine, l'examen de la loi de règlement ne soit plus une formalité vide de sens. Un renvoi en commission ne constituerait pas un acte de défiance à l'égard du gouvernement, ce serait au contraire un axe parlementaire fort d'affirmation et de refondation de notre mission de contrôle.
Au fond, mes chers collègues, le choix est extrêmement simple. Si vous estimez que nous exerçons de façon totalement satisfaisante notre mission de contrôle, votez le plus vite cette loi de règlement pour retourner bientôt à nos joutes traditionnelles. Si vous estimez au contraire que nous devons faire preuve de plus d'exigence et de constance dans notre rôle, profitez de cette motion pour indiquer votre détermination. La parole est à Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le député François Cornu-Gentil, je retrouve à travers votre intervention la qualité de votre investissement sur les missions de contrôle qui incombent au Parlement. Vous en avez témoigné très régulièrement à l'occasion de la précédente législature sur la révision générale des politiques publiques et à l'occasion de la mission de contrôle que nous avons d'ailleurs conduite ensemble relative à la réforme du ministère de la Défense. Proposer que nous profitions de l'examen de la loi de règlement pour approfondir ces missions de contrôle exercées par le Parlement. Cela, bien entendu, ne relève pas, pour tous les aspects des questions que vous avez soulevées, de la compétence du gouvernement. Sachez que pour ce qui concerne la compétence du gouvernement, nous y sommes bien entendu favorables et nous serons toujours à la disposition du Parlement pour faire en sorte qu'il dispose de la totalité des éléments qui lui permettent d'avoir une photographie précise et juste de ce qu'est la situation des finances publiques. Nous pouvons avoir des désaccords sur telle ou telle orientation de finances publiques à faire prévaloir, mais il n'y a pas de raison de mettre en cause la sincérité du gouvernement dans la volonté qu'il a de faire la transparence sur la situation des finances publiques et de communiquer tout élément au Parlement qui lui permet d'exercer ses prérogatives de contrôle. C'est la raison pour laquelle je suis venu souvent devant la Commission des finances rendre compte, que je réponds systématiquement aux demandes du rapporteur et du président lorsqu'il s'agit d'obtenir des informations et que je le ferai volontiers si le Parlement décidait d'aller plus loin dans l'exercice de ses prérogatives de contrôle concernant la loi de règlement. Merci.